Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Une de mes mini-claques quand j'arrive en VIE ici, c'est que je me rends compte que mes voisins ils sont tous blancs, qu'il n'y a personne de noir dans mon quartier. Les gens sont super sympas, super ouverts. Mais ouais, il n'y a pas de noirs. Ma principale question en tant que femme de couleur, c'est où sont les noirs à Boston? Et donc là, je rencontre dans les Uber. Je dis, mais vous habitez où? Ouais. Et je leur pose des questions, mais vous habitez où, quoi? Si je dois être à Seuil Noir, je vais leur montrer. Il faut commencer quelque part. Et si je dois montrer le chemin, je le ferai. Café Sauvage, c'est aussi le Black Excellence, pour leur montrer qu'on peut le faire. Quand on ne connaît pas, la différence fait peur, mais que la différence, ça peut aussi nous rapprocher. Aujourd'hui, je reprends le chemin des rencontres en personne et j'en suis ravie. Là, tout de suite, je suis en route pour le centre de Boston, dans le sublimissime quartier de Back Bay. Vous avez certainement vu dans des guides touristiques ou sur Internet en cherchant des photos de Boston. Je crois que j'ai pas pris le métro depuis mars 2020, depuis le début de la pandémie, et je vais pas vous mentir, ça fait un peu bizarre. D'ailleurs, pour une heure de pointe, il n'y a quasiment personne dans la rame. J'habite à l'ouest de Boston, donc j'ai une petite trotte à effectuer. Même si je suis un peu rouillée, je m'en sors quand même pas trop mal. C'est mon arrêt. Allez, à moi les escaliers. Le tourniquet. Et voilà. Alors là, je viens de sortir du métro et je suis à 5 minutes à pied. Je suis sur Newbury Street, qui est un peu les Champs-Élysées de Boston. Peut-être un peu moins majestueux parce que c'est moins grand. Mais c'est la rue où il y a toutes les boutiques très chics, les grands hôtels, les super restos, les super bars. Et je vais prendre Massachusetts Avenue, Massave, pour les locaux. Et Massave, c'est la plus longue avenue du coin, mais de très très loin. Me voilà sur Massave. Je pense que vous devez entendre le bruit de la circulation pas loin. Il y a la 90 qui est une autoroute qui fait Boston-Seattle, donc qui traverse tous les US d'est en ouest et qui passe juste à côté. Quand vous voyez des photos de Boston avec ces immeubles en briques, pas forcément rouges mais un peu foncés, ces immeubles hauts de quelques étages à peine, qui rappellent un peu l'architecture pour les fans de l'immeuble de Friends. Et c'est un peu ça, ce quartier. Je vais prendre quelques photos que je vous montrerai sur le compte Instagram de French Expat. Ah, je suis un peu en avance et je vois Anaïs devant son café. Anaïs, ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Tu es en avance? Ouais, c'est pas grave. Tu es contente de te voir? Ça fait bizarre de te voir, du coup, parce que je t'ai toujours vu en photo. Bah oui, pareil. Du coup, c'est match pour rentrer. Oui. Je suis polyvaccinée. C'est bien. Yep. Tu peux t'installer là, je suis là. Okay. Ça, c'est moi. Ça marche. Je peux mettre tout. Magnifique. Do you want any coffee, cappuccino? I'll take a black coffee, please. Black coffee? Yes, thank you. Okay. Thank you so much. Ok, je suis là. À nous deux, je ne bouge plus. La terre peut s'écrouler, je reste là. Vous l'aurez compris, mon invitée aujourd'hui s'appelle Anaïs Lambert.
et on se retrouve dans le café qu'elle a ouvert il y a 3 semaines, Café Sauvage, dans le joli quartier de Back Bay. Anaïs a 28 ans, elle vit à Boston depuis 2015, elle a grandi en région parisienne et est une grande amoureuse de Paris et notamment, petit détail qui a son importance, du 12e arrondissement et partage son quotidien avec son mari Antoine et leur petite fille Chiara. Ok, et écoute, ça tombe. Est-ce que tu peux me raconter ce qui t'a amené à Boston et aux États-Unis en général ? J'ai un bac +5 en digital marketing. Je voulais être bilingue. Donc de là, j'ai postulé. J'ai eu de la chance. Mon ancien boss était américain. J'ai bossé 2 ans pour Saint-Gobain à Northborough, dans le centre de recherche. D'accord. 18 mois, pour être exact, parce que c'est temps d'un veilleux à l'international. Ouais. D'accord, et ça t'a plu ? C'était une expérience très enrichissante. Moi, j'ai cru lire sur ton blog que ça avait été comme un peu les montagnes russes, ce veilleux. C'était les montagnes russes. T'es partie toute seule ? Non, je suis venue à Boston depuis le début avec Antoine, mon mari. On s'est mariés juste avant de partir. Il m'avait déjà proposé en mariage. D'accord. Et tu parles anglais. T'as proposé en mariage. On dit pas ça. T'as demandé en mariage ? Il m'a demandé en mariage, pardon. C'est pas grave. Il m'a demandé en mariage. Et j'étais pas trop quelqu'un qui voulait se marier rapidement. Enfin, je me suis dit, ce serait bien qu'on se marie en 2020. T'es visionnaire ? Exactement. Avec le recul, je me dis, finalement, c'était pas mal 2016. Donc, on s'est mariés en 2016. Voilà, il m'a proposé. Et moi, je lui ai dit, ok sur le principe, mais moi, j'ai envie d'aller... T'es une grande romantique, toi. Ouais, pas du tout. J'ai pas de tact, c'est un peu bon. Donc du coup, j'ai dit oui, mais moi je vais être bilingue. On vient de finir nos études, j'ai ce projet. Est-ce que ça te dit ? Il me dit oui, moi pourquoi pas, je te suivrai, mais ce serait quand même mieux les États-Unis. Donc c'est lui aussi qui avait les États-Unis en tête. Qu'est-ce qui vous attirait aux États-Unis ? Moi, je voulais juste être bilingue en anglais. D'accord. Parce que toi, c'était n'importe où, ça t'aurait allé quoi. Moi, ça m'aurait allé. J'ai regardé au Canada, j'ai regardé à Londres. J'avais pas spécialement États-Unis, mais mon mari, lui, si les États-Unis l'attiraient. Pourquoi ? Je sais pas, c'est peut-être la culture, les films avec lesquels on a grandi. Donc du coup, mon boss était américain, donc c'était aussi un bon moyen d'avoir une connexion là-bas. Donc quand j'ai cherché mes veilleux, je suis partie comme naturellement. Je suis allée vers lui tout naturellement en disant... Je veux partir. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce que tu pourrais m'aider ? J'ai jamais eu de piston ou quoi que ce soit. Il m'a dit ok, je vais voir ce qu'il y a. Il a envoyé mon CV. Il a été très gentil. C'est génial quand tu as quelqu'un qui t'aide directement, qui connaît déjà ton travail. Exactement. Donc j'encourage toutes les personnes qui veulent faire un veilleux de pas se décourager, et il y a toujours quelqu'un. En France, on entend toujours oui, un veilleux, c'est compliqué. En plus, je suis dans le marketing digital, qui est un secteur très compétitif aujourd'hui, tout le monde en fait. Oui, c'est vrai que donc c'est pas facile, obligatoirement, c'est moins recherché que quelqu'un qui a une spécialisation en informatique ou ce genre de choses. Après, voilà, j'encourage tout le monde. C'est toujours possible et il y a toujours une connexion. Et même si c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un, il ne faut pas hésiter. D'accord. Ok. Écoute, le message est passé. Donc du coup, te voilà arrivé ici. T'allais me parler un petit peu des montagnes russes une fois que t'es arrivé sur place. Ah oui, du coup, je prends quand même une claque. Je suis très sociable. Je me dis, c'est bon, je vais pas rester avec des Français tout le long. Il faut s'adapter. La résolution qu'on a tous eue en arrivant. La résolution qu'on a tous eue. Et après, oui, petite claque quand même, parce que tu te rends compte que les gens sont très sympas, ça c'est sûr, au premier abord, comparé à la réputation des Français qu'on a aussi à l'étranger, un peu snob. Au final, les gens sont très très ouverts, très sympas, mais c'est vrai que pour créer des relations en dehors du travail, pour ma part, au début, c'était compliqué. On m'invitait que dans des bars, d'une certaine heure à une certaine heure. Et moi, j'étais pas du tout. C'est vrai que les Américains ouvrent pas facilement la porte de chez eux. Voilà, personne n'ouvre la porte de chez eux. Par exemple, moi, il m'a fallu 1 an de veilleux pour aller chez quelqu'un, et c'était de 14h à 18h, et tu restes pas jusqu'à 18h30 parce que tu sens que ça tu dois partir. Ça se fait pas. Donc ça, petite claque. Comment tu l'expliques ça ? Je pense que c'est une question de culture. C'est juste, et que c'est pas méchant. Mais non, bien sûr. C'est vraiment une question de culture. Donc moi qui habitue aux apéros à la maison, ce genre de choses, j'ai été assez surprise. Et oui, et du coup, au final, quand on est expat aussi, on a envie de parler avec des gens qui nous ressemblent et qui ont un peu les mêmes projets que nous. Comment ça se fait que vous êtes là ? Des repères en commun. Voilà, beaucoup de points en commun. Et en fait, je me suis vite rendu compte que j'avais besoin des Français aussi à l'étranger. D'où mon blog aussi. J'ai commencé un blog quand j'étais en VIE. Avant même de venir, j'avais beaucoup de gens qui me disaient « Mais
Tu réalises pas Tu ou- réalises pas, mais qu'est-ce que tu vas faire aux États-Unis, ce pays avec tellement de préjugés aussi qu'on a dessus. T'auras pas de comment Protection sociale de ou- protection sociale, machin, etc., etc. Donc au final, bon, tout ne s'est pas passé comme prévu, mais au final, j'ai été assez couverte. J'ai eu une expérience en VIE super. Ouais. En termes de rencontres, c'était enrichissant. Mes collègues américains, mes collègues français. Et après, je découvrais au fur et à mesure la ville de Boston, qui est quand même très européenne aussi. Donc je me sentais pas totalement en Amérique. Je me sens pas Ah ouais. comme à New York ici. Oui, non, c'est sûr. Par exemple, il y a quand même beaucoup d'espaces verts. Il y a un comme- effet petite ville en fait à il y a- Boston quand il y a tu vas à New un York. effet petite ville. Ouais. Quand on va à New York ou quand on vient de Paris. Mm, Donc, oui. du coup, au début c'était un peu ok. Et les soirées aussi, dont j'étais jeune, j'avais 22 ans. Mhm. Et moi, Paris et la fête, c'était une grande histoire d'amour. Donc en venant ici, en découvrant que les bars, clubs ferment à 2h du matin, j'étais là, oh, ok. Comment ça? Mais c'est l'heure à laquelle je vais en boîte. Exactement, c'était juste à l'heure à laquelle je sortais à l'époque. Donc il y a eu plein de petits chocs. C'est des petites choses mais qui s'accumulent et du coup qui font beaucoup quoi. s'accumulent et on se dit, mais oh là là. Et moi, après 2 ans, j'étais là, mais en fait, Boston, c'est pas fun quoi. Qu'est-ce que ouais, je fais là? D'accord. Donc, Ville de vieux. Ouais, vous me disiez, c'est pas ultra fun non plus, c'est sympa, mais bon. Je l'ai fait, je l'ai c'est bon fait, quoi. c'est bien. Voilà, Paris, c'est mieux. D'accord. Rentrons à la maison. D'accord, donc ok. Donc, après 18 mois, on est parti. Et ton mec, il était sur le même. Non, pas du en tout. réflexion au même niveau que toi Non, ou... pas du tout, parce que du coup, il m'a suivi. Ouais. Et lui, il était coach sportif Ah oui, d'accord. avant de venir aux États-Unis. Il avait ses clients, etc. Donc, ça marchait plutôt bien. Mhm. Quand on est arrivé ici, il voulait travailler dans une boîte qui s'appelle Equinox. Donc C'est de la gym C'est de la luxe, gym un de peu, non? luxe, Ouais, quand ça- même. Pour ne pas C'est là où dire, les stars c'est- vont. voilà, c'est de la on est gym d'accord, de on luxe. est d'accord. Il y en a à New York, il y en a un peu partout Voilà. aux US, non? Ouais. Et là, on lui a dit, bah, écoute, il faudra repasser des diplômes. Et lui, il avait déjà un master STAPS en éducation physique et sportive de haut niveau. Ouais. Donc, il se avait revoyait pas envie de reprendre, zéro. reprendre les études. Donc, c'est comme ça qu'il a travaillé dans les restaurants, Ouais. où on a découvert Frenchy il y a 5 ans déjà maintenant. D'accord. Donc Frenchy est un restaurant qui est dans South End. C'était l'ouverture. L'anglais de mon mari était pas super à l'oral. Mhm. Il comprenait ce qu'on lui disait, mais il est très timide aussi. On est le jour et la nuit. Ah oui. C'est ça aussi qu'il faut savoir. Donc du coup, il a commencé en tant que bosseur. Un bosseur, c'est quelqu'un qui nettoie les tables sans parler aux clients. Oui. Donc il a commencé à Frenchy comme ça en se disant bon, c'est un endroit français. Et puis c'était censé être un petit job pour commencer après l'attente de l'EAD, L'autorisation donc de travail. l'autorisation de travail, qui a quand même duré 3 mois. Donc il y a aussi eu cette attente qui est longue, C'est long, ouais. stressante, parce que tu te retrouves, tu es aux États-Unis, c'est super. Tu te rends compte aussi que ça coûte très cher et que tu dois vivre sur tes savings, sur tes Les économies. des économies, Ouais. ce qui n'était pas facile non plus pour lui Bien sûr. de se retrouver un peu... Ouais, il reprend de zéro, lui, quoi. Ouais, il reprenait de zéro pendant que moi, le premier jour, je commençais à travailler déjà. Ça a été un peu difficile, mais après 3 mois, il a eu son autorisation, il a commencé à Frenchy. Mhm. Et là, pour lui, Une révélation ça a été une révélation. Ah ouais. Ça a été une révélation parce que de busser, comme je disais, il est passé assistant manager en 2 ans. Ça a été une grosse évolution en termes... Surtout qu'il parlait pas anglais au début, quoi. Ouais, Enfin, il c'est parlait ouf. pas super bien anglais, donc voilà, aujourd'hui il est bilingue, aujourd'hui il avait fini manager à l'époque, donc c'était énorme. Donc moi quand je lui dis hey, Coco, je veux rentrer en France, il tirait un peu la tronche. Ouais, il était pas... Non, je commence juste Ouais, là. lui il commençait juste, mais aussi voilà, notre expérience personnelle où je tombe enceinte et ça ne finit pas dans de bonnes conditions. Je voulais juste rentrer chez moi. Là, Anaïs fait référence à quelque chose dont on a parlé au moment même où on s'est rencontrés sur le pas de la porte. Pendant son VIE, Anaïs est tombée enceinte et au bout de 5 mois, ils ont découvert une énorme maladie pour leur petit enfant à venir. Et elle et Antoine ont pris la difficile décision de subir une interruption médicale de grossesse. Je vous le dis car elle y fait référence à plusieurs reprises dans l'épisode. Ouais, t'avais besoin du j'avais coup, besoin, de la chaleur peut-être de la famille voilà, ou des amis. de la chaleur des amis, de la famille, de ma mère, etc. etc. Ouais. Donc j'avais cette idée, personne ne pouvait m'en empêcher. J'ai dit, moi je pars. Tu fais ce que tu veux, moi je rentre. Ouais, c'est ça. Et D'accord. au final, il a dit, je vais pas te laisser partir toute seule, je viens avec toi. Donc nous revoilà
à Paris. À Paris, dans le 12e toujours. Dans le 12e. D'accord. Donc là, cette fois, on emménage dans le 12e. Ouais. Et là, c'est encore une claque, quoi. Tout te manque, Ah ouais, même déjà, après 18 mois, finalement, ça te manquait déjà beaucoup, les États-Unis? Non, les États-Unis ne m'ont pas manqué tout de suite. Donc j'étais hyper heureuse de rentrer. Ouais. Ça, l'hiver, j'étais là, plus jamais de neige, ça va être trop bien. Donc au final, je rentre. Et là, ma mère déjà vit à Reims, faut le savoir. Donc du coup, elle n'est pas dans Paris. Donc pas si près que ça. Donc pas si près. Ouais. Mes amis, ils bossent beaucoup. Tout le monde bosse. Et c'est vrai qu'on a cette impression que la vie a continué, en fait. La vie en France reste comme elle est. C'est toi qui es juste parti. Mais en fait, non. Tout le monde continue de vivre. Donc ça a été un peu un choc émotionnel parce qu'on t'appelle tout le temps quand tu es loin. Et là, tu es à côté. Donc au final, on peut venir te voir quand on veut. Il n'y a pas le temps, on ne vient pas. Et donc là, j'étais un peu déçue de mon retour en me disant, oh là là. Limite, je me disais, je suis rentrée pour ma famille et mes amis, ils n'ont pas eu le temps pour moi, quoi. Ouais. Au bout d'un mois, quand il y a eu l'euphorie qui est redescendue du retour, je me suis dit, je suis rentrée, mais au final, je vois personne. Ma mère, je la vois pas tant que ça. Dans mon imagination, j'allais être avec ma mère tout le temps, etc. Mais au final... Trop intéressant, parce que c'est ce que me dit mon mari à chaque fois que je lui dis que je veux rentrer. Il dit, mais tu sais, tes parents, ils ont une vie aussi, en fait. Ils nous attendent pas. Non, mais c'est ça. Et au final, c'est pas méchant, mais personne t'attend. Tout le monde continue à vivre et eux, ils ont leur petit quotidien dans un quotidien où tu n'y es pas. Donc quand tu es de retour, ils sont contents. Ouais. Bien sûr, tout le monde veut te voir, etc. Mais leur schedule, le quotidien prend le dessus. Ouais. Et rapidement, je retrouve un travail. Je travaille pour Eurosport. Donc je vis dans le 12e, mais je travaille à 30 minutes. Et voilà, il y a ça aussi. Ici, la qualité de vie, elle redescend beaucoup quand même, comparé à ici, où la vie est à 100 à l'heure. Mais je prends pas de transport, j'attends pas après quoi que ce soit. Et c'est vrai que le retour au transport en commun parisien, ça a été aussi difficile. C'est vrai. Les gens qui sont pas forcément gentils. T'as pas une question, je sais pas si toi ça t'a fait ça, mais au début quand je suis partie, je suis pas rentrée pendant 2 ans. Quand je suis rentrée, c'est la période de Noël. Alors c'était du coup une période où Paris aussi c'est bien blindé. C'était sur les grands boulevards et là, mais crise d'angoisse, mais je n'ai plus d'espace personnel en fait. Ouais. J'avais l'impression que tout le monde me marchait dessus et j'étais suffoquée quoi. C'était un peu ça. Ouais. C'était un peu, je me sens suffoquée, j'ai pas l'impression que je profite vraiment. Ouais. Au final, je bosse beaucoup. Pour une somme d'argent qui est bien par rapport à Paris, etc. C'était même pas le problème. C'est juste, j'en profite pas parce que j'ai pas le temps. J'ai même pas le temps d'aller voir ma mère à Reims. C'est pas si loin, mais au final, il faut quand même prendre un TGV, il faut quand même prendre la voiture, etc. Tout le monde n'a pas de voiture à Paris. Et je vivais au milieu de Paris, donc je n'avais pas de voiture. Donc c'était plein d'organisations où je me disais, mais en fait, c'est pas si cool. Ouais. Parce que je disais non à des soirées, parce qu'en fait, après une semaine où je commence de 8h à 19h, il y a un moment, 8h parce que j'ai les transports en commun, je commençais plus tard, vers 9h, 9h30, mais j'ai les transports en commun, je finis à 18h, plus les 45 minutes, je rentre à la maison, il est 20h. T'es KO quoi. À la fin, tu es quand même KO, donc il y avait plein de choses où je me disais, j'aime Paris, mais... C'est pas ce que j'attendais. C'est pas ce que j'attendais. Et c'est vrai que l'incivilité à Paris est aussi très forte. Faut pas comparer à Boston. Ici, j'ai pas peur pour mon sac. Je t'ai rencontré dehors, mon ordinateur était sur la table. Il n'y a aucun moment où je me suis dit attention. Ouais. Tu vas peut-être te faire voler ton ordinateur. Alors que déjà, dès qu'on met un pied à l'aéroport, on entend cette voix qui nous dit attention au pickpocket. Et c'est vrai que à vivre à Boston, on oublie un peu ce côté-là. Enfin, moi, j'ai vite oublié, j'idéalisais tellement mon petit Paris que j'avais oublié tout ça, l'incivilité dans la rue, les gens qui sont pas super gentils entre eux. Et là, ça m'a fait petite claque par petite claque et je me suis dit bon, ok, mais bon, en soi, ça allait quand même. Ouais. C'était pas non plus... mais je voyais mon mari qui, lui... il reprenait une vie dans le coach sportif. Ah, malgré la révélation, du coup, il était reparti sur sa profession parce que on trouvait qu'en France, être serveur, c'est quand même compliqué. Ils n'ont pas de tips en France. Enfin, ils en ont, mais c'est pas comme aux États-Unis. Donc, au final, il y a eu plein de choses. Lui, il a recommencé dans le système sportif et c'était pas ce qu'il aimait finalement. C'était un peu réchauffé pour lui, du coup. Voilà, c'était vraiment un plat réchauffé, clairement.
Donc je le voyais un peu triste. Donc un an passe. Son ancienne boss à Frenchy, qui s'appelle Sandrine Rossi, en septembre du coup 2018, elle nous dit je vais ouvrir Colette, qui est à Cambridge, Colette Wine Bistro. Si tu veux, tu peux revenir. Tu seras mon manager, mon assistant manager à l'époque. On peut faire les papiers. Je crois en toi. Reviens. Génial. Donc pour nous. Donc là, il faut savoir, ça fait 1 an qu'on est en France, 1 an que ça se passe quand même relativement bien, mais il manque quelque chose, il manque des opportunités, parce que oui, finalement, tu reprends vite le quotidien, et en France, il y a aussi cette pression sociale. On était mariés, on n'a pas d'enfants, on n'a pas d'achat, donc limite, mes conversations au café, c'était qu'est-ce que vous foutez, il faut se marier, t'as pensé à acheter, parce que le prix du marché en ce moment est très bien. Parce que t'en peux plus d'entendre ça, surtout l'histoire que j'ai vécue pour mes enfants ont été difficiles. Donc quand on te dit tous les matins t'as toujours pas d'enfants, c'est plein de petites mini claques comme ils appellent, qui font mal au cœur, ou tu sais pas quoi dire, ou donc ça te replongeait en fait dedans dans les difficultés à chaque fois quoi. Et donc quand cette opportunité vient, je me dis ce sera le moment du payback. Il m'a suivi les yeux fermés. C'est le moment que c'est ton tour. C'est mon tour. Donc nous revoilà à refaire les papiers. Ils ont dit quoi dans votre entourage? Ils ont dit bon bah écoutez les gars, vous êtes sympas, mais nous on y retourne. Ouais, ils ont dit vous êtes un peu fous. Parce que oui, ça fait qu'un an que t'as acheté tes meubles aussi. Enfin, c'est tout un process. Oui, ça paraît être un détail, mais enfin c'est quand même pas rien. C'est pas rien de redéménager toute sa maison, surtout outre-Atlantique, de prendre. C'est aussi de l'argent, c'est beaucoup. Mais bon, on a dit on n'a qu'une vie, donc on va le faire, on redéménage. Donc nous revoilà à Boston après 1 an de vie parisienne. Ouais. Heureux, t'es content du coup, excité? Ah ouais. Là je le vois comme un nouveau départ, parce qu'il fallait aussi savoir que pendant les 1 an je me mettais beaucoup de pression pour avoir des enfants. D'accord. Et que ça ne marchait pas. Ouais. Il y a eu un moment où je me suis dit c'est pas le moment, de toute façon retourne à Boston, recommence à zéro et on y va. Et c'est vrai qu'aux États-Unis il y a personne qui vient avec des questions aussi indiscrètes que t'as toujours pas d'enfants. Qu'est-ce que tu fais? Tout va bien pour toi? Parce que quand même, ça fait 7 ans que t'es avec Antoine. Il n'y a pas de ça ici. Les gens sont quand même plus civilisés dans ce sens-là, moins indiscrets, on pourrait dire. Donc du coup, je l'ai vu comme un nouveau départ pour moi, pour nous. Je me suis dit, bon, il va s'éclater et moi, je vais me trouver en route. Enfin, je fais du digital marketing, il y a bien quelqu'un... Il y aura du taf, quoi. Il y aura du travail, allons-y. C'est comme ça que je l'ai vécu, en me disant, ma famille, ils l'ont déjà vécu, ma famille et mes amis ont déjà vécu mon absence. Ils s'en sont pas trop mal sortis. Moi aussi, parce que je suis très famille. Voilà, je suis d'une maman célibataire qui a 3 enfants, donc on est très très proches, très fusionnels. La première fois, c'était dur. La deuxième fois, elle savait, je savais. WhatsApp est aussi là tout le temps, FaceTime. Enfin, il y a tellement de moyens de communication. Et puis, voilà, il y a aussi un côté revanchard où si je vais aux États-Unis, c'est pour réussir et pour quand je viens en vacances, personne ne manque de rien. C'est aussi cette motivation-là. Donc, nous revoilà repartis et je pose un pied à Boston, je tombe enceinte. Non, mais c'est la panique. Parce que vous arrivez juste. Voilà, j'ai déjà eu. T'as pas le droit de bosser en plus à ce moment-là? J'ai pas le droit de bosser à ce moment-là. Puis de sécurité sociale pour le coup. Ah ouais, vous arrivez parce juste. Que je suis passée, on a changé de visa. Donc au départ, j'étais le J1, il était le J2. Ouais. Donc le suiveur, J2 c'est le suiveur. Ouais, le J2 c'est le suiveur. Et là c'était moi le suiveur. Donc c'était moi le J2. Donc c'est lui qui était le J1 qui avait le travail. Ouais. Et moi qui suivais. Ouais. Et donc il faut refaire l'autorisation de travail qui prend 3 mois environ. Donc j'arrive, j'ai toujours pas mon autorisation de travail, je suis enceinte, je viens de démissionner d'Eurosport il y a 1 mois. J'ai plus ma famille, j'ai plus rien. Enfin, je me dis, oh là panique, là, ouais. C'était quand même la panique. Donc, nous revoilà à Boston, paniquée, enceinte, beaucoup de choses en même temps. Ouais. Mais là, je me dis, bon, bah, on va le faire. Il n'y a pas le choix. Hein. Ouais, Maintenant, on est revenu. Donc, du coup, Antoine travaille. Moi, je ne travaille pas. J'attends mon autorisation sagement. Donc, 3 mois se passent. Je finis par avoir mon autorisation. Et là, au vu de ma précédente expérience de femme enceinte où
ça s'était mal terminé. J'étais très stressée. Ouais. J'avais peur aussi du monde, des gens. Je sais pas, je suis un peu superstitieuse. Je me disais, mais pourquoi ça m'est arrivé? Je suis gentille fille, j'ai tout fait bien. On peut dire que tu avais fait une interruption médicale de grossesse. Ouais, j'ai fait une IMG, donc voilà, là je suis très protectrice de mon Bien sûr. nouveau bébé à venir. C'est normal. Limite, je suis angoissée que les gens sachent que je suis enceinte, donc là ouais. je me. Parce que tu te dis s'il arrive quoi que ce soit, je faudra encore le dire à tout le monde. Faudra encore le dire à tout le monde, et je pourrais pas. Voilà, déjà une fois ça a été très dur. Ouais, j'imagine. Pendant toute mon année en France, j'ai été suivie par un psychologue, parce que j'avais besoin de pouvoir m'exprimer à des gens qui ne me connaissent pas, mes vrais sentiments de culpabilité, de plein de choses. Donc obligatoirement là, c'est un scénario pour moi c'est un scénario de déjà vu. Je suis encore aux États-Unis, j'ai pas ma famille à côté, je suis encore enceinte. Ouais, ça fait beaucoup de choses qui se répètent. Donc du coup, je me dis, ok, tu vas pas bosser. Et déjà, je me voyais pas non plus aller sur le marché de l'emploi. Et coucou, je suis enceinte. Ce qui se fait pour le coup aux États-Unis beaucoup plus qu'en France. Ce qui se fait aux États-Unis, mais c'est vrai que j'avais mes petites. Ouais, mais je comprends. Mes petits freins, voilà. J'étais là, non, je vais pas aller. Donc du coup, je me suis dit que j'allais pas bosser. Que j'allais prendre une année un peu off, où j'ai bossé dans les restos pendant que j'étais encore en forme. Enfin, finalement, j'ai bossé jusqu'à 8 mois parce que Ah oui, t'étais très en forme. J'étais très en forme. Donc dans les restos de ton mec? De là où il travaillait, à Frenchy. Ah non, du coup, je voulais pas être avec lui. Il y a ça aussi. Tu voulais pas être qu'il soit ton chef? Non, je voulais pas qu'il soit mon chef. Les femmes me comprendront. Donc je me suis dit, on va diviser pour mieux régner. Toi, tu es à Colette, moi, je suis à Frenchy. Okay. Donc j'ai décidé d'être serveuse j'ai eu l'opportunité de pouvoir être serveuse à Frenchy. Ouais. Donc j'ai bossé comme ça 8 mois. Lui, il continuait à bosser. De assistant manager, il est passé manager à Colette. Donc voilà, un an passe. Lui, il a un J1, mais dans la restauration, ils sont plus courts. Ah ouais. Ouais. Les J1 dans la restauration sont pas de 18 mois, ils sont de 12 mois. Ah ouais, d'accord. Donc les 12 mois arrivent vite finalement. Et là, il veut pas partir. Il ne veut pas partir. Moi, je suis toujours mitigée. Ouais. Voilà. Il y a toujours ma famille. Bébé est arrivé à ce moment-là ou pas encore? Bébé va arriver incessamment sous peu. Ah oui, donc il faut se décider rapidement du coup. Il faut se décider. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait? Sous quel visa? Voilà. T'as quoi comme opportunité une fois que t'es J1 pour T'en as convertir? pas beaucoup. Ouais, ça. Hein. T'en as pas beaucoup. Donc là, on a encore cette opportunité d'investir dans un restaurant qui s'appelle Petit Robert Bistrot. Donc là, on a la possibilité d'investir. On a aussi la chance d'avoir assez d'argent de côté d'héritage pour pouvoir investir, puisque on le dit comme ça, mais c'est beaucoup d'argent, évidemment. On y travaille, on change pas mal de choses. Donc vous travaillez ensemble du coup? Là, il travaille, parce que lui, c'est il est le E1 et je suis le E2. D'accord. Donc c'est lui qui a le visa, qui est détenteur du visa. Toi, t'es l'accompagnateur. L'accompagnant. Je m'occupe de ma fille. Donc là, t'as ta fille qui est arrivée. Là, j'ai ma fille qui arrive. On investit. Tout va bien. Tout va bien. Elle est en super forme. Ça doit pas être évident quand même de jongler dans la restauration en tant que jeune parent, parent d'un jeune enfant, je veux dire en tout cas. C'est ça. Ça a été difficile. Ouais. Enfin, sans famille à côté et tout, c'est sans sport. famille, c'est très sport. Donc lui bosse, moi je bosse pas à ce moment-là. D'accord, ok, tu prends un break. Je reste avec ma fille finalement, je reste 1 an et demi avec elle. Parce que là, il y a Covid, ça? Il y a le Covid qui arrive. Elle est née quand du coup? Elle est née en novembre 2019. Ah oui, d'accord. Donc mars. Donc là, au moment où moi je me dis, bon, ça fait 4 mois que t'es à la maison, il est temps de reprendre un job, parce que être femme au foyer, ce n'est pas ton truc. Covid. Donc ça a été aussi compliqué, parce que c'était puis pas avec finalement... toutes vos économies dans la restauration, tout qui ferme, du coup, ça doit être chaud, non? Et donc là, inquiétude. Tu viens d'investir tout ton argent, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, on se démonte pas, on bosse. Antoine bosse à Petit Robert et moi j'aide sur la communication digital marketing. Donc au final ils restent ouverts? Ils restent ouverts tout le Covid. Ah ouais. Parce qu'ils ont une terrasse extérieure, qu'on s'est démené pour tout ce qui est pour que tout le monde sache qu'on est ouvert. À part moi, sinon tout le monde le sait. Qu'on est ouvert et qu'on délivre et que voilà, on livre. Pardon. Du coup on essaye d'être sur toutes les plateformes, etc. Et au final, le restaurant s'en sort plutôt bien. D'accord. Même très bien. Génial. Pour un été Covid, parce que tout était fermé. Donc finalement, quand il reste que toi d'ouvert, il n'y avait pas non plus 1000 autres options.
Sauf qu'après 1 an, la collaboration se termine. D'accord. C'est un coup dur parce que la collaboration se termine. C'est pas vraiment ton resto. Donc tu reprends Tes billes. Ouais. Voilà, il faut quand même se battre pour les reprendre. Donc c'est la vision des États-Unis qu'on n'aime pas trop. Celle où il faut se battre, ou celle où il faut avoir des avocats, celle où tu te fais trahir, enfin peu importe. Ouais. C'est des Français ou des Américains? Oui, c'est des Français. Ouais. Donc voilà, il y a aussi, on est censé être solidaire entre Français, il y a plein de choses. Donc voilà, ça a été compliqué parce qu'en décembre 2021, du coup, je voudrais juste quand même qu'on entende cette chanson. Vas-y, Francky. Ok, vas-y. Excuse-moi. Du coup, décembre 2021, on se retrouve sans resto. Ce qui finit par se passer, c'est qu'on se sépare, qu'on doit reprendre nos billes. Donc on se retrouve un peu au ras du mur parce que nos visas dépendent de cet endroit. On avait 4 mois pour retrouver quelque chose. Ou sinon, il fallait quitter les États-Unis. Réinvestir ailleurs. D'accord, ok. 4 mois, c'est court. Bah ouais, c'est clair. Surtout, enfin, on fait que dire post-Covid, on ne sait pas si on est vraiment post encore, mais voilà, on est il y a quand même beaucoup d'incertitudes, ouais. Surtout sur la restauration. Ouais, c'est ça, c'est clair. Donc du coup, vous êtes dans quel état d'esprit du coup à ce moment-là? Vous êtes revanchard? Non, pas encore. Non. Très très stressé. Ouais, j'imagine. Puis avec une petite fille. Avec une petite fille qui a à ce moment-là 1 an, ouais. Même pas. Toute petite, comment on va faire pour tout payer, comment on va faire pour s'en sortir. On a fait le mauvais choix. Est-ce qu'il est temps de rentrer finalement? Est-ce que c'est un signe? Mais là, tu t'es un peu revanchard en te disant, t'as pas fait tout ça pour rentrer en France maintenant, quoi. Maintenant, la tête baissée, quoi. On a 4 mois, donc... Make them count. Voilà, avec mon mari, on se regarde, on dit on a 4 mois, ouais. Et on va le faire. Du coup, tu cherches quoi? Tu cherches un nouvel... Je cherche un nouveau local de restaurant. Donc, tu dis tout de suite, on va faire notre propre truc, on va pas investir chez quelqu'un d'autre. Ah là, je me dis... Fini, quoi. Finito pipo. Il est temps qu'on lance notre truc. Tu fais du service, tu fais du marketing. Il faudra qu'on trouve un chef. J'avais déjà cette idée de restaurant mixte qui inspire à la diversité, de cette idée de petit bistrot parisien, mais le vrai Paris que moi je connais. Du 12e. On se croirait dans le 12e. Exactement. On n'est pas à Saint-Germain-des-Prés. On est exactement. Plutôt rue de la Roquette. Exactement. Tu connais très bien. Donc du coup, j'ai déjà cette idée. Après, je sais pas comment. J'ai un PowerPoint, quoi. Très clairement, j'ai que un PowerPoint avec de très belles photos, c'est sûr. Mais bon, comment on va le mettre en place, etc. Tout est un peu flou. Donc la première chose, faut trouver un local avant de se poser 1001 questions. Nous, nos avocats d'immigration, ils nous demandent, il faut que vous ayez un local signé avec un lease. Donc ça veut dire que tu dois quand même t'engager, surtout que les leases commerciaux, les baux commerciaux, c'est pas 1 an, quoi. Non, c'est quoi, 5 ans, 10 ans. Voilà. Ouais, ça. Mais on se dit, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Enfin, on se laisse pas trop de... C'est soit rentrer en France, soit faire ça. Il y a plus de... Là, on se dit, on peut plus investir avec quelqu'un d'autre. On ne sait pas comment les gens pensent, etc. On va compter que sur nous, quoi. On peut compter que sur nous. Et dans cette optique, 4 mois. Le compte à rebours a été stressant. Hein. Il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de stress, beaucoup de refus aussi. Vous êtes jeune... Genre les propriétaires de lieux qui n'étaient pas pour? Qui n'étaient pas pour. Vous êtes quand même très jeune. Ouais. Comment ça Est-ce que vous avez les fonds suffisants pour survivre? Parce que le tout, c'est pas d'ouvrir, c'est de survivre aux années qui passent. On ne sait pas. Donc là, on visite dans tous les 4 coins de Boston, quoi. Vous aviez une envie d'un quartier en particulier ou... J'espérais être dans Boston. Ouais. Mais au final, beaucoup de restaurants qui ferment. Dans Cambridge, beaucoup de restaurants qui ferment dans Boston, mais plus dans Downtown. Downtown ne me plaît pas trop parce que c'est un quartier où il y a beaucoup de drogués, qu'il y a beaucoup de personnes à la rue. Donc du coup, c'était un quartier qui m'attirait pas trop, mais il y avait beaucoup de restaurants qui fermaient. Beaucoup d'opportunités en théorie. Donc, mais secrètement, j'espère qu'il y ait quelque chose dans les alentours de Boston. D'accord. Au final, on cherche. On a 2 vraies opportunités à Cambridge. Oui, mais bon, il n'y a que ça. Ouais, mais on ne prendra pas parce qu'il n'y a que ça. Et donc, du coup, d'accord, donc tu es resté vraiment déterminé sur ce que tu avais en tête. Donc,
avec mon mari, on se chamaille quand même. Oui, mais bon, c'est quand même bien, on va en faire un truc bien. Oui, mais c'est loin, c'est quand même loin. Regarde, on a pris la voiture. Voilà, au final, allez, 3 mois et demi passent. Ah oui, on donc a toujours rien. vous êtes vraiment la montre chrono, quoi. Là, ça commence à être dur. C'est vraiment... Donc là, 3 mois et demi, vous dites, ok, bon, ben, on va rentrer ou... Moi, dans ma tête, je me dis, je ne resterai pas dans des conditions, je ne resterai pas illégale, je ne resterai pas pour rester. Ouais. Si on n'y arrive pas et qu'on ne trouve pas de local, on rentre. Je commence vraiment à me le dire, à accepter. On a tout essayé, au moins on aura tout essayé jusqu'au bout. 3 mois et demi, vraiment, allez, 5 jours avant, on signe un liste. Ici. 5 jours avant la date de l'envoi de nos documents à notre avocat, c'était un restaurant chinois. Ah oui, on a du mal à s'imaginer là. Ouais, c'était un restaurant chinois qui payait vraiment pas de mine. Des propriétaires qui travaillent encore, mais qui veulent partir à la retraite. D'accord. Donc personne ne sait que c'est à vendre, enfin que c'est sur le marché. Comment t'as su ? Ça s'appelait Chin Chin Café. Donc ils trouvent Chin Chin Café en ligne sur un site d'immobilier pour restaurant, mais un site vraiment à Cape Cod. Donc Cape Cod, c'est pas dans Boston. Ouais. Donc sur un site à Cape Cod qui dit oui, on a ce restaurant, faudrait visiter. Ok, mais bon, il y avait pas beaucoup de descriptions. C'est à Back Bay. Ouais. L'emplacement paraît génial parce que c'est juste à côté quartier du pont, magnifique, dans le quartier de Back Bay qui est un quartier historique très joli. Ouais. Ça paraît un peu too good to be true. Ouais, fake. Ouais. Moi je regarde ça, je dis mais ça c'est encore leur truc. Et je me dis ça sort d'où ça Au final, Antoine contacte cet agent immobilier qui vit à Cape Cod, qui entretient pas son site, qui dit ah si ils travaillent encore mais ils veulent partir. Hein. Donc si tu as une offre intéressante, ils te prendront. Ok. Est-ce qu'on peut visiter ? Ah, faut mettre... donc là, voilà, les premiers... Si tu veux juste visiter l'endroit, il faut que tu mettes un acompte de $1 500. Je me dis, est-ce qu'il y a... c'est une arnaque ou... C'est quoi ? Ouais, là, je commence à dire c'est une arnaque. Ouais. Je commence à dire c'est une arnaque. Donc Antoine passe quand même devant. Il prend sa voiture et il passe devant. Et donc il voit que c'est réel, que le café existe, etc. On est au pied du mur, de toute façon. Donc c'est soit on le visite, ça passe. On donne 1500 balles et on y va. Et on y va. Et soit... tu fais tes valises, donc on essaye encore. Ouais. On est très déterminés. Ouais. Donc du coup, on le fait. Au final, on rencontre des proprios hyper mignons qui sont fatigués. Le Covid est passé aussi sur eux. Ça a été difficile. Dans la restauration, c'est bien connu que la communication, c'est pas toujours leur fort. Les sites internet, les réseaux sociaux, etc. Leur business, c'est de la nourriture. Donc eux... Ils sont souvent très forts dans tout ce qui est service. Chacun son métier finalement. Mais voilà, chacun son métier. Donc ça a été difficile pour eux. Donc on rencontre des gens quand même assez affaiblis qui ont envie de passer à autre chose. Avril 2021. On est sur une transition Covid aussi, où on sent que les restaurants commencent à reprendre de l'aplomb et que les gens commencent à ressortir aussi, à avoir un peu moins peur. Donc là, les gens qui ont perdu des restaurants cherchent des restaurants à reprendre. D'accord. Donc il y a quand même il y a de la concurrence. Donc la chance qu'on a eue, c'est qu'ils n'ont pas assez promu le fait qu'ils partaient. Et du coup, on est arrivé au bon moment. Vous êtes arrivés les premiers. On est arrivés les premiers. Génial. Ils ont eu le feeling avec nous. Et vous aussi ? Nous aussi, avec le propriétaire des lieux, qui est un vieux monsieur super gentil, qui ne veut pas utiliser de téléphone et d'ordinateur. Donc c'est quand même important. Parce que moi, il me reste pas beaucoup de temps. Il faut que j'ai un lease. Signé, un bail. Un bail signé. À mettre dans ton dossier. À mettre dans mon dossier que j'envoie en ligne. Enfin, moi, j'envoie tout à mon avocate par email. Ouais. Il ne veut pas utiliser d'ordinateur. Il ne veut pas utiliser de téléphone portable. Il faut l'appeler sur son fixe. Donc là, t'es là. Ok. Comment on va faire ? Il nous reste 4 jours. C'est un film, donc c'est un film. Donc on appelle sur son fixe. Au final, très responsive. Il répondait très rapidement sur son téléphone fixe, mais heureusement. Mais sur les premiers temps, on disait oh là là, comment on va faire ? Ça va prendre un temps phénoménal, quoi. Ouais. Bon, au final, il vient tous les matins. Voilà, donc c'est toujours. Si tu as des papiers à lui faire signer, faut l'attendre à l'ouverture. Et voilà, ça a marché comme ça. Donc on se retrouve à vraiment aller à 2 jours, on envoie tous les documents. T'aimes vivre dangereusement, c'est un peu le Koh-Lanta de Boston, ton histoire. Exactement.
Exactement. Deux jours, on signe. Et là, t'as signé, le restaurant, il est en vrac. Il y a Ça n'a- beaucoup de boulot. Beaucoup de boulot. Ouais. Énormément de boulot. Le remettre sur pied, quoi. Du coup, un restaurant chinois, donc c'est beaucoup de wok, de nourriture à l'huile, La friture imprégnée dans les murs. imprégnée dans les murs, où il a fallu 4 jours pour nettoyer la cuisine au Karcher. 4 jours. Elle est grande la cuisine. Elle est quand même assez grande. Ouais. Tu pourras aller visiter Ouais. si tu veux. Donc du coup, waouh, comment on va faire ça? Est-ce qu'on a assez d'argent pour payer et les rénovations et Le loyer qui commence tout de suite. Le loyer ne commence pas tout de suite. On négocie quand même à partir d'ouverture Cool. parce que sinon ça aurait été impossible. Hein. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, il y a ça. On commence à aller demander des quotes, Des devis. des devis, des artisans, des entrepreneurs. Les prix, oh my god. Au début, c'était. On nous dit, OK, on peut tout vous faire, 140 000 $. What? 140 000, mais je n'ai pas de meubles. OK? C'est vache. juste. Donc c'est même pas clé en main quoi. Voilà, Mm. t'as pas de meubles. Ça, c'est Ouais. hors meubles, hors. J'adore vos canapés comme ils sont beaux. Le verre Merci est vraiment beaucoup. beau. Ah oui, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que du coup, les personnes retraitées qui avaient le restaurant étaient quand même encore ouverts. Donc, ils n'étaient pas encore dehors. Donc, il a Comment fallu. tu fais pour rénover avec des gens qui sont encore dans les Donc, murs? il a fallu payer pour qu'ils s'en aillent. Ah parce qu'en fait les propriétaires c'est pas les gens qui avaient le chinois. Non, D'accord, ok. C'est là que j'étais perdue. Ok. non. Il y a le vieux monsieur, et je dois racheter le fonds de commerce, celui qui va se barrer. Mm. Et il demande une somme aussi, une grosse somme. Mhm. Donc à ce moment-là, mon budget déjà commence à baisser. Je dois payer, je sais même plus, c'était vers 70 000 $ pour qu'il s'en aille. Donc moi j'avais habitué 170 000, donc il me reste 100 000 pour tout faire et tout avoir. Et quand donc on me dit que les travaux vont coûter 140 000, Bah sans non, ça meubles, marche pas quoi. il faut savoir qu'il n'y a pas de prêt. On est français, on n'est pas américain. T'es même pas en résidence permanente. Voilà, on n'est pas résidence permanente. Donc, et les prêts dans la restauration, c'est niette. Ah ouais, c'est pas facile. Parce à que voir. c'est surtout Très risqué en ce moment. en temps de Covid, c'est très très risqué pour les banques de prêter à des restaurateurs. Donc là, on commence à se dire comment on va faire. Donc c'est un petit espace, c'est sûr, mais il y a quand même énormément de boulot. Le restaurant, avant, j'ai la vidéo, je te la montrerai Ah ouais, carrément. à la fin. C'est jour et nuit. Donc, ok. Donc là, on commence à se dire qu'on ne pourra pas avoir un artisan chef de on dit chef de chantier Chef ou- de chantier. Ouais. On peut pas se payer un chef de chantier. Ça va être vous le chef de chantier. Ça du va coup. être nous. Donc il y a à se le dire, il y a à le faire. Ouais, Il y puis a- c'est un nouveau métier quoi. c'est Enfin, un je veux nouveau dire- métier, oh my god, c'est beaucoup de stress. Bah ouais. Ça vous a pris combien de temps 6 mois. 6 mois On a ouvert Oui, en vous venez octobre. d'ouvrir, ouais. On se rend compte que voilà, chef de chantier ne sera pas possible. On se rend compte que les dépenses ne feront que s'accumuler. Ouais, tu fais comment du coup pour subvenir à tes besoins pendant tout ce temps-là? Je travaille. Ouais. Je prends un travail. Donc t'as un taf ici, en plus du taf qui paye les factures. Voilà. Ah, vache. Je travaille à l'ISB, l'École internationale de Boston, Mhm. où je prends un job en tant qu'assistante périscolaire le soir. Je bosse pas beaucoup d'heures, mais assez pour avoir Équilibrer le budget, quoi. équilibrer le budget. Antoine aussi travaille, D'accord. est manager à Colette. Il reprend son précédent job d'il y a 1 an. Il repart les aider. Et en aside, tous les deux, sur le côté, on bosse pour notre resto. Donc ça n'a pas été facile. J'ai Ouais. perdu 13 kilos dans le, Ouais, vache. dans le process. Mais voilà, c'est Antoine qui a peint la porte. Il y a plein de choses. D'accord. On a peint les toilettes à 2 en couple. C'est notre Tu vois que bébé. tu n'es peut-être pas romantique, mais en fait, si. Tu peins les toilettes à 2. On peint les toilettes à 2. Très romantique. Plein de choses qu'on a dû faire nous-mêmes parce que on n'avait pas les moyens de payer quelqu'un. Les tables les tops des tables, c'est les tables du restaurant chinois d'avant. On a poncé, on a reverni. Et donc du coup, il y a plein de choses qu'on a fait nous-mêmes pour arriver à ce résultat aujourd'hui. Donc voilà. Cette fresque, elle est très très belle aussi. Donc ça, c'est Anambo Paris. C'est un papier peint panoramique. Ouais. D'ailleurs, ils sont situés à Bordeaux.
Ah ouais. Très belle marque. Tu veux nous le décrire parce que du coup les Ah auditeurs oui. ils la voient pas, ils n'ont pas les yeux. Ça ressemble à une jungle. Ouais. Très clairement, c'est un vert avec. On a l'impression que c'est un peu doré aussi. J'aime bien l'idée du. C'est la jungle parce qu'on s'appelle Sauvage. Pourquoi on a choisi Café Sauvage? Parce que par rapport au restaurant français qu'il y a à Boston, on rentre pas dans les standards. Voilà, ici, dans la restauration française vue par des Américains, c'est très chic d'aller au C'est restaurant pas français. ouvert à tous. Voilà. Nous, l'idée, c'était de promouvoir du coup ce côté français très cool, relax, où tu peux juste venir boire un café, manger un pain au chocolat ou un croissant. Mais si tu veux venir le soir sur un petit dîner plus intimiste, tu as aussi cette opportunité. Donc on est là, on est ouvert à tous les moments de la journée, du matin, midi et le soir, et on fait des brunchs le week-end. Ah, trop chouette. Donc c'était promouvoir la diversité, promouvoir la vie parisienne comme nous la voyons, donc aussi un peu plus jeune, moins fancy, moins chic. Ouais. Mais moins chic ne veut pas dire C'est pas un dépotoir. c'est pas un dépotoir non plus, voilà. Non. Non, moi je trouve ça au contraire très chic, mais ce que je voulais dire par chic pour les autres restos, c'est que c'est enfin c'est même un budget, enfin tu vois t'y vas pas tous les soirs quoi. Voilà. Enfin, en tout cas moi c'est pas dans mon budget tous les soirs. Oui. C'est pas ta cantine quoi. Voilà. Et donc voilà, on veut Là être t'es un une bar de cantine. quartier un peu. Voilà, on est tu vois. vraiment un bistrot de quartier, comme on en retrouve dans le 12e par exemple. D'ailleurs, petite adresse pour les Parisiens qui nous écoutent, dans le 12e, Coquille. Et j'habitais dans cette rue et il y a ce petit restaurant qui s'appelle Coquille qui est une source d'inspiration parce que j'adorais y aller et que j'ai été... C'est ce genre de souvenir. Ouais. Quand j'y pense, je me dis, j'espère que les gens qui viennent dans mon Ils ressentent café la même chose. ressentent la même chose. Cette convivialité, cette ouverture d'esprit, voilà. Trop chouette, trop bien. Après 6 mois de travaux à un rythme effréné, pendant lesquels Anaïs et Antoine ont cumulé leur job qui paie les factures et ce job de rénovation et de préparation à l'ouverture du café, en plus d'être parents d'une toute petite fille, la voilà, l'ouverture arrive enfin. Ils avaient initialement prévu d'ouvrir Café Sauvage début septembre pour se réimplanter dans les habitudes de rentrée des Bostoniens du quartier. Finalement, c'est quelques semaines plus tard que courant octobre, Café Sauvage ouvre enfin ses portes. Arrive le jour de l'ouverture et là, je ressens pas encore cette fierté que je pensais ressentir. Ah ouais ? Je suis stressée. Je suis dans un état, ça a été un marathon. Et quand tu arrives à la fin, il y a un moment où tout redescend en fait. Ouais. La pression, le stress, les peurs, les craintes. Et ça T'avais redescend. peur de quoi là ? Du coup que ça marche pas, que les gens viennent pas ? Ah ouais. Ouais. J'avais peur que ça marche pas, j'avais peur que ça parle à personne. J'avais peur que ce soit que les gens le voient un peu trop comme exotique parce qu'on propose des plats français certes, mais avec des saveurs étrangères, internationales, africaines. Voilà, le poulet qu'on propose, c'est la recette de ma mère. Donc c'est des choses qui me tiennent à cœur, mais c'est aussi des choses où j'avais tellement envie que ça marche que j'avais peur que ça ne marche pas. Et puis la redescente, on a fait tout ça, ce marathon, on a couru, on a tout donné. Et nos familles sont pas là pour le voir. Il y a Travel Ban aussi qui est en place. D'ailleurs, ça a réouvert le 8 novembre, je crois. Avant-hier, ouais, il y a quelques jours. Il y a quelques jours. Donc, on fait une préouverture famille et friends. Et tu te rends compte que ta famille, tes amis. Donc, on a des amis. Mais ceux qui nous ont vu grandir, nos amis pas être là, quoi. d'enfance, ne peuvent pas être là parce que les autorités Ne permettent pas. ne permettent pas. Tu le sais, mais c'est dur à vivre. Ça sert à quoi en fait d'avoir fait tout ça si les gens qui comptent pour toi ne peuvent pas le voir. Ouais. Donc là, il y a un moment quand même de tristesse. Hein. C'est l'ouverture et j'arrive pas à m'amuser quoi. Je me dis, oh mon Dieu, on va faire tout ça et il y a personne pour le voir. Ouais. Donc oui, et puis mes amis ici essaient de me rassurer, mais t'inquiète pas, ça va réouvrir. Ouais. Ils vont venir, ils seront là pour te dire félicitations. Mais tu sais, pas pareil, quoi. l'entendre de la voix de ma mère, par exemple. Oh, je vais devenir émotionnelle, je sais pas ce qui se passe. Là. T'as le droit, vas-y. Hein. D'en parler, ça m'émue un peu. Mais c'est vrai que pour elle,
suis un peu émue parce que j'ai dit rarement à haute voix. Elle a tout donné pour que j'en arrive là. Donc obligatoirement, j'ai envie qu'elle le voie et qu'elle soit fière. Et donc à ce moment-là, c'est ces petites larmes de je donnerais tout pour qu'elle soit là, quoi. Donc bon, tout le monde a été très tu sais ce que t'as fait là? Tu as un restaurant, il est magnifique. Je le sais pas vraiment. Tous les jours, c'est quand je rentre à Café Sauvage, je me dis ah ouais, c'est vrai que c'est nous qui faisons ça. C'est comme avoir un enfant au début, on le voit à côté de nous, on sait que c'est une autre, mais c'est pas encore. On a du mal à réaliser qu'on est parents. Voilà, on a du mal à réaliser qu'on est parents, et ça a été la même chose pour le restaurant. Ça l'est encore un peu moins parce que le retour des gens, toutes ces autant on reçoit des mini claques, à chaque fois j'ai dit ça, mais on reçoit aussi des mini preuves d'amour, des mini gestes d'affection, et d'entendre de mes clients que il n'y a pas ça à Boston, c'est super ce que vous avez fait. Ça remonte l'estime. Ouais. Et là, le côté revanchard, il se dit on a bien fait, on a eu raison de jamais abandonner. Tu me disais donc le côté sauvage, c'est aussi donc réussir à amener tout le monde ensemble. Oui. Je me permets de rebondir là-dessus parce qu'un des derniers articles de ton blog, c'est aussi sur Black Lives Matter, qui s'est passé pendant tout ça en fait aussi. Enfin, qui s'est passé. Je sais pas si on peut dire que c'est fini, tu vois, mais il y a eu un gros mouvement, une grosse lame de fond, quoi. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu de comment tu as vécu tout ça à Boston, en étant aux États-Unis toi-même? Boston n'est pas la ville la plus diverse des États-Unis, ça c'est sûr et certain. Il y a des gens qui viennent du monde entier, mais c'est quand même très blanc. Oui, c'est très blanc. Ils viennent du monde entier, mais c'est très blanc. Ouais. Et moi, d'ailleurs, une de mes mini-claques quand j'arrive en VIE ici, c'est que je me rends compte que mes voisins, ils sont tous blancs, qu'il n'y a personne de noir dans mon quartier. Les gens sont super sympas, super ouverts. Mais ouais, il n'y a pas de noirs. Et ça a été très bizarre pour moi. Je viens de banlieue parisienne où on était tous ensemble. Ouais. Paris, c'est très, très divers. Je prends une mini claque en me disant « Oh là, qu'est-ce qui se passe ? Où sont-ils » Ma principale question en tant que femme de couleur, c'est « Où sont les Noirs à Boston ?» Et donc là, je rencontre dans les Uber. Je dis « Mais vous habitez où ?» Et je leur pose des questions « Mais vous habitez où, quoi ?» Je dis ah oui, moi j'habite à Dorchester et tout le monde me parle de Dorchester. Oui, c'est vrai. Je dis c'est où Dorchester? South Boston aussi. C'est vers South Boston. Tout le monde est à Dorchester parce que mais même pour les coiffeurs. Enfin, je suis une femme noire à Boston. C'est où que je veux au coiffeur? C'est plein de questions. Où est-ce que j'achète les produits pour les peaux noires? Où est-ce que donc là j'ai plein d'interrogations et je me dis oh mon Dieu. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi ce blog, pour partager les adresses, etc. Ouais, c'est pas super divers. Donc je me dis ok. Au final, les années passent. Je me rends compte que les gens sont pas. Enfin, en tout cas, je n'ai jamais eu d'interaction raciste directe. D'accord. Après, j'ai travaillé à 45 minutes de Boston, à Northborough, à Saint-Gobain. C'est la campagne, c'est les Trump suprématistes aussi, mais personne m'a jamais manqué de respect directement en tout cas. Donc moi, Black Lives Matter, je me sens entre les deux. Je n'ai jamais vécu ce qu'ils ont vécu. Je viens d'une banlieue, je viens de Paris, mais après, voilà, par rapport au quartier où j'ai vécu, j'ai bien vu que par exemple pour si on veut apply pour un appartement, c'est mieux quand c'est Antoine. Ah oui. Dans certains quartiers... À Boston. Ah ouais, c'est chaud. Je sais que c'est mieux quand c'est Antoine qui y va. Après, parce qu'Antoine est blanc. Oui, parce qu'Antoine est blanc. Non, je le dis parce que les gens ne peuvent pas savoir. Oui, nous sommes un couple mixte. Et du coup, c'est... À South Boston, par exemple, South Boston, c'est un quartier très blanc. Et un quartier très marqué par justement le racisme, parce que c'est un quartier irlandais où les Noirs n'étaient pas acceptés. Et d'ailleurs, Dorchester, c'est presque collé à South Boston, mais tu verras aucun Noir à South Boston. Et donc moi, quand j'emménage il y a 1 an et demi là-bas,
toutes mes copines noires américaines de Boston me disent « Qu'est-ce que tu vas faire à South Boston ?» Ah ouais. Cambridge commence à être très divers aussi. South Boston, ça commence. Mais ça a mis du temps. Et du coup, et c'est ce que je répondais à mes copines. Si je dois être la seule noire, je vais leur montrer. Il faut commencer quelque part. Bien et sûr. si je dois montrer le chemin, je le ferai. Et donc, dans l'esprit Black Lives Matter, je me sentais un peu blessée parce qu'en fait, tu te dis « Ah, c'est ce que les gens pensent des personnes noires. » Donc, j'aspire à montrer le Black Excellence. Tu vois, je me dis, je vais leur montrer que, non, on a les mêmes droits, on doit avoir les mêmes droits, devoirs, qu'on peut aussi réussir, qu'on peut... et donc, toute cette histoire, c'est aussi Café Sauvage, c'est aussi le Black Excellence, pour leur montrer qu'on peut le faire. On fait des trucs de ouf. Oui. Ouais. Et que parfois, quand on ne connaît pas, la différence fait peur. Mais que la différence, ça peut aussi nous rapprocher. Et Café Sauvage, c'est totalement l'esprit. Tu peux manger une quiche Lorraine avec un accompagnement de banane plantain. Pourquoi ? Parce que mon couple mixte, c'est aussi ça. C'est le mélange des cultures. C'est le mélange des cultures. Profondément, c'est ce que je veux que les personnes comprennent, qu'on n'a plus besoin d'être séparés, quoi. Donc, Black Lives Matter, ça a été difficile en tant que personne de couleur de te dire demain, mon petit frère, il vient aux États-Unis, j'aurais peur. Ah ouais. Peut-être pas à Boston, parce que je sais qu'il n'y a pas de port d'armes ici. Mais voilà, je ne le laisserai pas aller. S'il décide de faire le tour des US, ça te ferait flipper, quoi. Ouais, s'il me dit je vais au Texas, non. Ou ok, mais va avec Antoine. J'aurais peur sur certaines choses, alors qu'en France, je me suis jamais posé la question. Mais Tu voilà, l'expliques par le port d'armes, parce que tu prends ouais, cet exemple-là, le port d'armes, parce que je me suis aussi rendu compte du racisme. Les gens ont réel. moins honte de dire des conneries, j'ai l'impression. Et Enfin, les des conneries, gens, ouais. avec les réseaux sociaux, avec le Covid, avec plein de choses, ils n'ont plus peur de rien. L'incivilité à Boston, je n'ai jamais vu, ressenti, mais quand je la vois à la télé dans les autres États, ou quand j'entends des témoignages sur Internet ou dans les journaux, ça fait peur, ce qui se passe pour certaines personnes noires. Ouais. Donc je me dis, je ferai attention. Ça, c'est certain. Et pour ma fille, donc c'est très blanc Boston, à l'école, dans ce genre de choses, je fais très attention. Ouais. Malgré mon emploi du temps, nos emplois du temps qui sont quand même très chargés, c'est très important pour moi d'être toujours là. De ne pas être ce parent un peu absent qui a trop de travail. Non, je veux être sûre qu'on ne va pas lui couper les cheveux à l'école, quoi. Et ça, c'est un truc, ça m'a marqué. Donc ma fille est métisse, elle a des cheveux hyper bouclés, un peu à la Jackson 5. Et j'avais vu un article d'une petite fille de 7 ans. Pour rigoler, il y a une copine qui lui a coupé les cheveux, quoi. Qui lui a coupé une mèche de cheveux. Aux US, en France, aux US. C'est un petit article tout bête, mais il m'a marqué. Ouais. Ma fille, donc là, actuellement dans sa classe, c'est la seule personne noire. Donc il y a quand même je ferai attention. Je fais attention. Je veux aller la chercher parce que j'ai quand même une nanny, j'ai de l'aide, j'ai pas de famille autour, donc j'ai dû investir dans ces personnes pour qu'ils puissent m'aider. Mais c'est toujours Antoine ou moi qui allons la chercher. C'est important. Parce qu'il faut qu'il sache qu'elle a un support système derrière elle, qu'elle a ses parents qui sont présents, qu'on fait attention. Voilà, quoi qu'il se passe, école privée ou école publique, je serai pareil, quoi. Ouais. Voilà. Je ne me voyais pas dans la restauration. Antoine et moi, on y va toujours sans trop réfléchir. On réfléchit beaucoup, mais sans trop réfléchir aussi. On se laisse mener par les opportunités. C'est ce qui nous a amenés ici. Bonne ou mauvaise, tout ce que je viens de te raconter, ça nous a amené ici aujourd'hui. J'en suis très fière. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que je suis très fière de mon mari, parce que je ne l'ai peut-être pas vraiment mentionné, mais c'est lui qui nous a portés jusqu'ici pour en arriver là. Quand moi, je pensais déjà rentrer ou quand j'avais plus l'énergie pour me battre. Parce que ça a été... fallait se battre pour tout, pour l'endroit, pour rester, pour plein de choses. Donc voilà, je suis très fière de toi. Ouais, bravo. Est-ce que tu peux nous décrire juste un petit peu le quartier pour les gens qui ne connaîtraient pas trop ? Alors Back Bay, un quartier historique avec beaucoup de briques rouges.
c'est très chic. Ça fait penser à un quartier européen. Si on ferme les yeux 5 secondes, on se croit pas en Amérique. C'est pas loin de la ville super touristique de la rue super touristique de Newbury. Donc on est vraiment pas loin des magasins. C'est un peu les Champs-Élysées, C'est un peu Newbury, les Champs-Élysées Boston, de Boston. Et on n'est pas loin du pont qui mène à Cambridge aussi et qui mène à la Charles River. Donc c'est super, c'est un quartier super agréable, super vert, il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de végétation autour de nous. Je sais pas trop comment décrire. Non, mais c'est cool, c'est super. Écoute, pour finir, est-ce que tu veux me dire juste si tu avais un petit conseil, tu vois, que tu pouvais te chuchoter à l'oreille quand c'était quoi, 2015, 2016, vous êtes parti la première fois? Qu'est-ce que tu dirais avec qu'est-ce que je me dirais à moi-même? Ouais, qu'est-ce que tu pourrais te chuchoter à l'oreille avant ton départ ou pour les moments où ça a été difficile? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise? Fais attention, parfois il faut plus écouter sa tête que son cœur. Ouais. Voilà, fais attention. Et la plupart du temps, tu rencontres des personnes géniales. Sorry. Génial. Mais il faut toujours faire attention, il faut se méfier. L'argent change beaucoup de gens. Donc, il faut faire attention. Surtout dans le business de la restauration où tu te trouves. Tu le sais pas encore, mais c'est un business. Ça amène beaucoup d'argent. L'argent tourne. Donc, que tu dépenses pas. Le restaurant, lui, en prend. Et après, les gens vont s'intéresser peut-être vraiment à toi, mais il y en a d'autres qui vont être plus attirés par ce que tu fais. Donc, faut faire attention. Je crois que j'ai tout dit. C'est j'ai génial. même eu ma petite larmichette. Mais c'est génial et bravo, franchement c'est magnifique et c'est vrai qu'on s'y sent bien ici. Et écoute, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Tu vas quand même déjeuner avec nous? Je sais pas si je vais déjeuner, il est 11h. Petit déjeuner. Au final, avec Anaïs, on est resté à parler un peu de la pluie du beau temps, de sa future licence qui lui permettrait de vendre de l'alcool, de la manière dont les serveurs sont payés. Enfin bref, on a parlé un petit peu de tout, c'était super intéressant. Et elle m'a offert un déjeuner absolument divin, un bon burger avec du fromage à raclette et des frites à la truffe. Et franchement, ça vaut le détour. Il est maintenant 12h15, il est l'heure pour moi de quitter Café Sauvage. C'était génial, c'était trop bon en plus. Anaïs, c'est fantastique. J'ai passé un merveilleux moment. Me voilà de retour dans Back Bay. Je trouve que c'est une magnifique histoire de persévérance et un véritable American Dream, comme on les voit dans les films. Voilà, je dis un grand merci à Anaïs de m'avoir reçue, d'avoir passé ce moment assez génial ensemble. Merci à vous d'avoir écouté. Je vous propose de découvrir un petit extrait de l'épisode la semaine prochaine et je vous retrouve juste après. Je me sens beaucoup plus à ma place aux États-Unis. J'ai espoir que ce pays qui a à l'origine des valeurs beaucoup plus positives et invitantes puisse redevenir le pays qu'il était quand moi je l'ai connu. Il n'est pas normal qu'on m'ait confisqué ma carte verte. Et moi, je veux ma carte verte pour reprendre une vie normale et pas me soucier littéralement tous les matins quand je me réveille combien de temps je vais pouvoir rester ici. Et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle histoire. Si tu veux, si c'est plus simple, tu peux le tenir à la main, le micro, c'est comme tu veux. Ok, tu m'entends bien là comme ça? Non. Non. Ça commence. Tiens. Putain, je suis trop con. En plus, ça enregistre, alors bravo. Il va toujours marcher, tu penses? Ouais, je pense parce que j'ai la mousse qui l'aura sauvé. Donc pour l'enregistrement, j'ai fait tomber mon micro dans le café.
Écoute, non, ça a l'air de toujours passer. Tu m'entends bien comme ça? Ouais.